souvent aussi l'importance, même si on se dit, oui, tout ce que je mange sort du sol. Vous allez voir, bien plus que vous ne le pensez. Alors effectivement, beaucoup d'entre vous pensent peut-être que cette image-là est une image d'écosystème terrestre. Si vous le pensez, vous me rappelez un peu ce pou qui, en voyant cette surface rose légèrement craquelée avec des piliers noirs qui en sortent, se dit « Ah, c'est beau un homme ». Car, en fait, tout ne se passe pas là, ça c'est la surface des choses. Il faut s'enterrer pour comprendre ce dont sont faits les écosystèmes terrestres. Et donc je vous propose, on s'enterre ensemble pendant une petite heure avant de discuter, pour comprendre ce que sont les sols. En s'enterrant, nous ne serons pas seuls. Nous serons au contraire largement accompagnés car les sols sont absolument pleins de vie. On trouve dans les sols tout un tas d'organismes et, par exemple, on trouve les champignons. Alors oui, bien sûr, les champignons, vous avez l'habitude qu'ils soient au-dessus du sol. Mais la partie que vous voyez des champignons, là, n'est que l'organe reproducteur. C'est un peu l'équivalent de ce qu'est la pomme pour le pommier. Sauf que quand on cueille une pomme sur un pommier, on voit le pommier. Là, on ne voit pas très bien que ce qui pousse, d'ailleurs très vite, est en fait nourri par des filaments souterrains et produit des petites spores, des petites cellules qui passent dans le vent, puis, dans les conditions favorables, germent et redonnent ce qu'est vraiment le champignon, des filaments microscopiques. D'ailleurs, vous les devinez légèrement là, au pied de cette partie, qui n'est que l'équivalent de la pomme pour le pommier, c'est l'organe reproducteur, producteur de spores. Ces filaments grandissent, alors ça c'est un peu accéléré tout ça, mais ils grandissent en se ramifiant, en explorant le sol, en se reconnectant entre eux, et ces filaments finissent par former un réseau qu'on appelle le mycélium, et pour le biologiste, c'est le mycélium qui fait le champignon, qui est le champignon, et ça, c'est un des habitants du sous-sol. D'ailleurs, du sol, pardon. Et d'ailleurs, ça explique une des odeurs du sol. Beaucoup de sols, notamment les sols forestiers, sentent le champignon quand on les prend dans la main. C'est cette molécule qui est produite, notamment quand vous coupez votre champignon de Paris, qui est produite par les champignons, une molécule bien connue de l'industrie, puisque toutes les sauces aux champignons que vous mangez, il peut y avoir des champignons dedans, mais le goût, c'est ça. Donc, il y a des champignons et ils marquent déjà les sols de leur odeur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi dans les sols des bactéries. Les bactéries, ce sont des organismes 10 fois plus petits que les champignons. Les champignons, les filaments font 1/100 de millimètre. Les bactéries, c'est plutôt 10 fois plus petit. C'est fait de petites cellules isolées, ou en petits groupes, ou en chaînettes, comme chez les Streptomyces. Et je vous ai mis les Streptomyces à l'écran parce qu'ils appartiennent à un groupe de bactéries que vous connaissez sans le savoir. Peut-être connaissez-vous ces bactéries à cause des antibiotiques qu'elles produisent, comme la streptomycine ou l'actinomycine, mais surtout, vous les connaissez parce qu'elles émettent une autre molécule qui fait l'odeur du sol, c'est ce qu'on appelle la géosmine. La géosmine, c'est un produit de ces bactéries-là qui fait l'odeur de terre. Quand on dit que ça sent la terre, c'est la géosmine que ça sent. Ça sent ce groupe de bactéries qu'on appelle les actinobactéries, et qui pour le coup, comme les streptomyces, et qui pour le coup sont connues de tous par leur odeur. D'ailleurs, cette odeur s'échappe du sol après la pluie, quand l'eau remplit les pores du sol et en chasse l'air, et sous forme diluée, c'est ce qu'on appelle le pétrichor, c'est l'odeur d'après la pluie, qui n'est guère qu'une odeur de sol, une odeur de terre diluée. Bref, ces habitants-là, vous ne les voyez pas, mais vous les connaissez par l'odeur. Alors, il y a encore d'autres habitants microscopiques qui ont à peu près la taille des filaments de champignons. Ce sont les amibes, qui sont des organismes déformables et qui se déforment pour se déplacer, mais aussi pour emballer des proies. Les proies qu'ils mangent, qu'ils absorbent, qu'ils avalent d'abord, puis qu'ils digèrent, ce sont des bactéries. Regardez, là, il y a une bactérie filamenteuse qui vous donne l'échelle. C'est 10 fois plus gros que les bactéries. Ça se nourrit de bactéries. Et les amibes, il y en a plein dans les sols, même si on ne peut pas les voir. Une fois de plus, sur ce film, cette petite bactérie filamenteuse qui bouge là, vous donne l'échelle de ces amibes par rapport aux bactéries. Donc ça fait du monde de petite taille. Et évidemment, vous allez me dire que j'ai oublié les animaux, oui. Alors, parce que j'ai pas voulu commencer par les animaux, parce que c'est un petit peu des détails dans le sol. Non, c'est pas des détails au sens où ils ont quand même une activité, mais en fait, ils mangent des microbes. Donc, s'il n'y a pas de microbes,
il ne se nourrirait pas dans le sol. Donc j'ai voulu commencer par l'important. L'important, c'est le microbe. Mais il y a des animaux, oui. Alors voilà, sur ce film, je ne sais pas ce que c'était ça. Ça, c'est un petit colambole qui se déplace. Là, il y a un pseudoscorpion avec ses pinces impressionnantes. Regardez, on va le suivre quelques instants, qui est un prédateur d'autres animaux du sol. On a encore un petit colambole. Là, on a des vers tout petits, qui sont les nématodes. Un acarien qui se balade. Un pseudoscorpion qui est un gros prédateur de tout ce qui précède. Ah, et un ver. C'est un petit ver proche des lombrics. Et un insecte qui est en train de se déplacer dans ce sol. Il y a vraiment beaucoup de monde dans le sol, il y a beaucoup de groupes animaux. D'ailleurs, le quart des espèces animales connues vivent dans le sol. Le quart. Ça fait du monde. Hein. Et il y en a qu'on n'a pas trop envie de rencontrer. Dans 1 gramme de sol de chez nous, nous avons plus d'1 million de bactéries qui appartiennent à des milliers d'espèces. Dans 1 gramme de sol de chez nous, nous avons plus de 1000 espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Trouvez-moi un zoo où il y a autant d'espèces. Il y a là une diversité colossale et une diversité qui fait masse, qui fait quantité. Dans 1 hectare, vous avez 5 tonnes de microbes. Ça fait l'équivalent d'une vingtaine de moutons. Non, je dis une bêtise. 200 moutons. 200 moutons à l'hectare. 1,5 tonne d'animaux. Bon, ça nous fait une trentaine de moutons. Et 5 tonnes de racines. Ah oui, on a oublié que les plantes sont souterraines. Le tiers de la plante est sous terre. Et encore 200 moutons. Ça me fait 430 moutons. Ça fait du monde, hein. Mais des moutons enterrés et à peine visibles à l'œil nu. 25% des espèces connues vivent dans le sol. Et par exemple, en France, le pays de pratiquement 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 6000 espèces de plantes, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries dans les sols. Et le sol, finalement, abrite entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante. Et puis comme il y a de la masse morte, la matière organique totale, morte ou vive, des sols, eh bien c'est 60 à 90% de la matière organique totale des écosystèmes. Donc vous voyez que par rapport aux écosystèmes terrestres, l'essentiel se passe, au moins la moitié se passe sous terre. C'est rangé, vous vivez à la périphérie des écosystèmes terrestres. Vous n'en voyez que la surface. Et il est temps de se plonger dans le cœur du problème. Je vous emmène dans les coulisses, là où ça se passe vraiment. Et ce sol, en fait, il est mis en place par cette vie. La vie du sol, elle fait le sol tel qu'il est. Regardez plutôt. Vous savez que dans les jardins et dans les rues, on est obligé de balayer les feuilles mortes. Balaye-t-on les feuilles mortes dans les champs? Les balaye-t-on en forêt? Non. Car partout où elles ont accès au sol, elles disparaissent. Cette fonction de résorption de la matière organique morte qui tombe sur le sol, c'est la première chose dont je veux vous parler. C'est la décomposition de la matière organique qui arrive au sol. Cette décomposition d'une matière organique, bon an mal an, 5 à 20 tonnes par hectare, qui arrive tous les ans au sol, elle se fait par la vie du sol. Quand on attend un peu, les microbes notamment, attaquent la matière organique et vont petit à petit la digérer et la faire disparaître. C'est-à-dire qu'ils en font de la masse de microbes, ils se développent et ils grandissent ainsi, mais une grande partie, ils la respirent, comme vous et moi. Et quand on respire, on fait des déchets. On fait du gaz carbonique, qui passe dans l'air, et puis on fait l'équivalent des cendres. Parce qu'en fait, la respiration, ça revient à brûler les molécules dans nos cellules. Et quand on brûle les choses, ça fait des cendres dans lesquelles il y a de l'azote, du potassium, du phosphate. Et c'est ces cendres que nous évacuons par les urines, eh bien ces microbes vont les évacuer dans le sol. Et ça va nourrir les plantes. Regardez par exemple. Voilà des champignons qui poussent en rond de sorcière. Alors, maintenant, vous savez que ce que vous voyez là, ce n'est que le marquage visuel d'un mycélium qui est en cercle. Tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, une spore est arrivée au milieu, ça a commencé à se développer vers l'extérieur, mais ce champignon, il mange de la matière, et quand il a mangé de la matière, il n'y a plus rien à manger, il meurt. Donc il y a un front de croissance, et puis un front de mort par inanition.
parce que les ressources sont épuisées. D'accord ? Là où ce champignon se développe, dans ces endroits où sa nutrition est active, bien sûr il grandit, mais il fait ces déchets dont je vous parle. Et notamment, la matière organique du sol qu'il consomme va donner lieu à la formation de déchets, dont de l'azote et du phosphate, exactement comme vous quand vous produisez de l'urine. Et ces déchets, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils nourrissent les plantes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'herbe est légèrement plus verte, là où il y a le rond de sorcière, parce qu'elle grandit mieux, grâce à cette décomposition qui va recycler de l'azote, du phosphate, du potassium sous des formes utilisables par les plantes. Et d'ailleurs, souvent, quand le rond de sorcière n'est pas visible à l'œil nu, on a souvent des cercles ou des arcs de cercles où l'herbe pousse mieux. Ça, c'est ce qui se passe au printemps, même quand on ne voit pas la présence du champignon directement. Et si vous ne les voyez pas bien là, je vous emmène dans les Pouilles, là, sur cette vue-là, vous voyez bien que l'herbe pousse mieux là où se trouve le rond de sorcière. Bien. Cette décomposition, elle est très importante. Et Pasteur écrivait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Voilà ce qu'ils font les microbes. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Il n'y aurait pas le recyclage des déchets qui est lié à leur décomposition. Alors on a compris que le sol est fait de matière organique en devenir sous l'effet des microbes. Mais ce n'est pas tout. Dans le sol, il y a aussi de la matière minérale. Et cette matière minérale, eh bien en fait, alors vous allez me dire, bah oui, cette matière minérale, elle est lentement en train de se déliter et de fondre dans l'eau, de se dissoudre dans l'eau de pluie, mais en réalité, les microbes sont encore les principaux agents de ça. Mettons un petit morceau d'un cristal d'apatite. L'apatite, c'est un cristal qui contient du phosphore. On le met dans l'eau et au bout de quelques temps, on le regarde et sa surface a été très peu altérée. Il s'est un tout petit peu dissous, mais 3 fois rien. Mettons maintenant dans cette eau des microbes du sol. Et là, la surface apparaît complètement grêlée. Il y a au fond de chaque trou des microbes qui sont activement en train de le dissoudre. Parce que pour eux, c'est une source de phosphore. Quelques-uns viennent compléter leur alimentation en activant la dissolution. La dissolution des roches dans l'eau qui circule dans le sol est un processus physico-chimique normal qui libère les composants de la roche, dont certains sont très utiles aux organismes vivants. Mais les microbes qui viennent sur la roche se plaquer, ils vont non seulement retenir l'eau et donc augmenter la capacité de la roche à se dissoudre, mais en plus ils vont émettre de l'acidité qui va augmenter la dissolution. Et ça va leur profiter parce qu'ils vont prélever une partie de ce qu'ils dissolvent, mais ils travaillent salement, Dieu merci. Et une partie s'échappe dans l'eau et il va aller servir, mais une partie donc beaucoup plus abondante, beaucoup plus concentrée que s'il n'était pas là, va aller servir de nutrition à d'autres microbes et à d'autres plantes ailleurs dans le sol. Voilà, le sol, c'est aussi de la matière minérale, mais elle est également en devenir sous l'action des microbes. Et puis c'est pas tout, parce que dans le sol, il y a aussi des trous. Et c'est dans ces trous que circule l'eau dont je vous parle, dans laquelle finissent les produits de décomposition et d'altération de la roche. Et puis il y a aussi des gaz. Et ces gaz, d'où viennent-ils ? Évidemment, ils viennent de l'atmosphère. D'ailleurs, on parle d'atmosphère du sol. Mais ces gaz, ils sont aussi en devenir sous l'effet des microbes. Regardez plutôt, plus je m'enfonce, moins il y a d'oxygène. Pourquoi ? Parce que l'oxygène est respiré par les organismes, est utilisé pour la respiration par les organismes du sol. Alors il vient de la surface, mais plus vous êtes en profondeur, plus il a de chances d'avoir été utilisé avant de vous arriver à vous. Et de fait, plus vous êtes en profondeur, plus il y a de CO2, parce que tout simplement, c'est la respiration. Plus vous êtes en profondeur, plus vous avez ce CO2 qui est produit par la respiration des microbes du sol. Alors, je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure que la respiration ne produit pas que du CO2 dans le sol, mais c'est une histoire sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Vous voyez que les gaz aussi du sol sont en devenir sous l'effet des microbes. Je vous dis, ils font le sol, ils font l'activité qui est là, et ils modifient tout ce qui passe par là. Et d'ailleurs, à propos de gaz, il y en a un dont je voudrais vous parler, parce qu'il est très important dans la genèse du sol. Et pour vous en parler, je voudrais vous évoquer des plantes que vous connaissez, qu'on appelle les engrais verts. Vous savez, les plantes de la famille de la luzerne, du trèfle, du sainfoin, du haricot, du pois. C'est des plantes qui enrichissent le sol en azote.
D'ailleurs, elles sont très riches, c'est parce qu'elles sont très riches en azote, hein, et leurs graines, c'est pas pour rien qu'on les appelle les protéagineux, leurs graines sont riches en protéines. Et on les mange, nous. Pensez aux lentilles, pensez aux fèves, on les mange aussi comme source de protéines. Bon. Alors, ces plantes, effectivement, ont tendance à être riches en azote. Pourquoi? En fait, c'est assez injuste de créditer ces plantes de cette propriété, car en réalité, vous allez voir, c'est des microbes qui font ça. Ces plantes fixent l'azote, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité assez extraordinaire de transformer l'azote atmosphérique. Vous savez que 80% de l'air que nous respirons, c'est de l'azote gazeux. Et elles transforment cet azote en acides aminés et en protéines. C'est génial, sauf qu'en fait, ce n'est pas elles qui travaillent. Leurs racines portent des petites nodosités dans lesquelles il y a des bactéries, des rhizobiums en l'occurrence, qui sont les agents de cette transformation, qui savent transformer l'azote gazeux atmosphérique en ammonium et de là en acides aminés. Et ils le font pour eux et pour la plante qui les nourrit. Et en fait, cette fixation d'azote qui fait que ces plantes sont des engrais, c'est une histoire de bactéries. D'ailleurs, il y a des bactéries qui vivent libres dans le sol. Elles sont moins efficaces parce qu'elles ne sont pas nourries par les plantes, donc elles ont plus de problèmes à manger et elles sont moins efficaces. Mais il y a des bactéries libres dans le sol qui font le même travail. Et donc, que ce soit les bactéries ou les racines de ces plantes à un moment, ça meurt, c'est décomposé et ça libère l'azote minéral, nitrate, ammonium qu'il y a dans le sol. Mais s'il n'y avait pas les gaz de l'atmosphère dans le sol, il n'y aurait pas d'azote dans le sol. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors c'est encore des gaz qui évoluent sous l'effet du vivant et qui créent ce qu'on appelle le sol en créant la fraction d'azote minéral, nitrate, ammonium du sol que dévorent ensuite les plantes et d'autres microbes. Bon, donc vous voyez que finalement, les bonnes fées qui se penchent sur le berceau du sol sont la matière organique, l'atmosphère et la roche. Mais c'est un mariage que réalise la vie. On peut dire que le sol, c'est des parties de l'atmosphère, des parties de roche, des morceaux de matière organique qui sont en devenir sous l'effet de la vie. Et ça crée la vie. Mais la vie du sol, elle a un autre rôle. Elle va mélanger tous ces produits, elle va animer le sol en le faisant bouger. En effet, si vous regardez cette image, on voit bien qu'il y a plus de matière organique qui est noire, vous voyez, vers le haut, parce que c'est là qu'arrivent les débris. On voit bien qu'il y a plus de matière minérale, de débris de roche, vers le bas. Mais c'est continu, c'est pas l'un sur l'autre. Ça veut dire que quelque chose mélange les ingrédients et rend la transition plus continue. Qu'est-ce qui mélange? Alors, oui et non. Oui, les vers mélangent, mais vous allez voir. On leur donne sans doute une importance qu'ils n'ont pas toujours. Mais ça ne veut pas dire que là où ils ne sont pas importants. Vous avez tout à fait raison. Vous avez ici un petit film où, en accéléré, nous allons voir des vers dans un bocal où on a mis des couches différemment colorées. Et en fait, vous voyez qu'en circulant, en faisant leurs trous, et puis aussi en faisant caca, il faut le dire, en faisant leurs fesses, ils sont en train de mélanger un peu tout ça. Donc effectivement, les vers, là où ils sont des agents de brassage. Mais vous allez voir mon bémol après. Mais vous avez tout à fait raison, dans beaucoup d'écosystèmes, ce sont les vers qui sont les principaux agents du brassage. Alors on va les laisser touiller là. Et on va un petit peu parler de la raison pour laquelle ils brassent bien. En fait, ils brassent en mélangeant, parce que non seulement ils déplacent quand ils font leur trou, mais il y a plus. Ils brassent, ils mélangent en mangeant. Regardez. Les vers de terre mangent de la matière organique du sol. Tout le monde pense d'ailleurs qu'ils digèrent ça, mais ils ne savent pas du tout digérer les débris végétaux. Non. En fait, ils vont digérer les microbes qu'il y a dessus. C'est important ça, parce que ça veut dire que donc, dans les fesses des vers de terre, on va retrouver de la matière organique qu'ils n'ont pas digérée, parce qu'ils ne savent pas digérer ça. Par contre, ils vont digérer les microbes. Pour bien broyer tout ça, comme ils sont un petit peu mous, ils ont, comme les poules, recours à des petits grains de sable. Les poules, c'est plutôt des petits cailloux, qu'ils vont avaler aussi et qui vont les aider au niveau de leur gésier, car ils ont un gésier, à bien broyer tout pour bien extraire les microbes de la matière organique qu'ils ont avalée. Bien. Et puis,
ils avalent aussi des argiles parce que la matière organique végétale contient des tanins, des terpènes, bref, des choses qui sont assez mauvaises pour la santé. Et ces argiles leur servent exactement comme vous utilisez des argiles quand vous êtes malade de gastro, vous prenez du smecta. Ça leur sert parce que les argiles vont attraper et immobiliser et rendre moins toxiques toutes les toxines végétales. Je vous dis, ils ne sont vraiment pas faits pour manger des débris végétaux. Mais ils sont obligés de les avaler parce que c'est là que sont les bactéries qui digèrent. Bien. Du coup, quand ils vont rejeter tout ça, il y aura un mélange d'argile, de petits morceaux de cailloux et de la matière organique qu'ils n'ont pas digérée. Et le turricule, c'est vraiment le mélange du minéral et de l'organique. D'ailleurs, ça a des très bonnes caractéristiques pour retenir les sels minéraux dans les sols. Je n'en parlerai pas en détail, mais c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est quelque chose qui retient les minéraux produits par l'altération des roches et la décomposition de la matière organique. En tout cas, c'est vrai, ce sont des agents de mélange, et vous voyez, un mélange vraiment très fin. Et d'ailleurs, ça explique que quand on pose quelque chose sur le sol, ça s'enfonce. C'est quelque chose qu'avait repéré Darwin, qui avait travaillé sur les vers de terre et qui avait mis de la poudre de craie dans son jardin et qui suivait d'année en année l'enfoncement de cette poudre de craie en faisant des coupes dans son jardin. Il a suivi ça pendant une trentaine d'années. Là, vous avez un exemple d'un cimetière en Irlande, avec des parties tardi-médiévales, des parties classiques, enfin Renaissance et classiques, et des parties modernes. Et vous voyez que plus le temps passe, plus les vers de terre ont prélevé des choses en profondeur, et on fait caca par-dessus. Ah oui, parce que le ver de terre, quand il fait ses fameux turricules, il ne les fait pas dans ses tubes, hein, il les fait plutôt en surface. Et donc, cette extraction de matière et ce dépôt en surface enterre progressivement les choses. Voilà. Quelque chose que Darwin avait quantifié. Il avait même, Darwin, d'ailleurs, essayé de dater des vestiges archéologiques en fonction de la profondeur à laquelle ils étaient arrivés. Mais le problème, c'est que arrivé à une certaine profondeur, les vers ne s'alimentent plus en dessous, donc la vitesse d'enfoncement freine. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, on ne pouvait pas extrapoler la vitesse d'enfoncement de la craie dans son jardin à la datation, par exemple, de Stone Age. Bien, alors, j'ai dit tout à l'heure que les vers de terre, ce n'était pas tout. Et oui, il y a des sols sans vers de terre. Il y a des forêts, par exemple, ou des landes en Bretagne où il n'y a pas de vers de terre. En Amérique du Nord, il n'y a pas de vers de terre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qui mélange? Alors, souvent, les gens me disent, d'autres animaux. Oui, c'est vrai. Par exemple, en Amérique, il y a d'autres animaux, mais beaucoup moins efficaces. Non, mais il y a un truc tout bête, le truc qu'on oublie tout le temps, alors qu'il n'y a que ça dans la nature. Il y a les plantes. Voilà, les plantes. Alors là, c'est un dessin humoristique tiré des illustrations qu'Arnaud Raphaëlian a fait pour mon livre. Mais, alors c'est un peu exagéré, mais il y a le tiers de la masse de la plante sous terre. Il y a ces racines qu'on oublie tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe au niveau d'une plante et de ses racines? D'une part, les racines, qui représentent le tiers de la biomasse de la plante, ces racines, elles ont une croissance intrusive. Et elles ont des fuites. Et puis, il leur arrive de mourir. Donc, la racine peut être vue comme une injection de matière organique en profondeur. Première chose. Deuxième chose, elles extraient toutes les ressources produites par l'altération, la minéralisation, la fixation d'azote et tout ce qu'on veut. Elles extraient ça et elles emmènent ces composants dans les parties aériennes qui finissent par retomber par terre. C'est-à-dire qu'elles les redéposent en haut. Oui. Le mélange, c'est les plantes. Vous avez une autre idée de quelque chose qui va déplacer aussi des composants et faire des mélanges? Ah, ça c'est vrai. L'eau, effectivement. Mais alors là, c'est assez... bon, effectivement, des fois avec l'évaporation, ça peut remonter, mais ça a plutôt tendance à descendre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de brasser, c'est que l'eau entraîne tout vers le bas et que brasser, ça remonte des choses qui ont été entraînées vers le bas. Non, il y a les champignons. Et bien oui, les champignons, quand ils grandissent, c'est une intrusion de matière organique. Et regardez, quand on regarde au cœur des cellules, ils transportent des choses des régions âgées vers les régions en croissance. Oui, les champignons déplacent des choses dans les sols. Et pour vous en convaincre, je voudrais vous rappeler que les plantes ont utilisé cette caractéristique des champignons. En fait, on pense souvent que ça, c'est des racines. Mais quand on regarde en microscopie, on s'aperçoit que des champignons du sol, ici ils sont colorés en bleu, pénètrent dans les racines.
Et donc, ce que vous observez là n'est pas de la racine, c'est de la racine et du champignon venu du sol qui se développe dedans. C'est ce qu'on appelle techniquement une mycorhize. C'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche, donc au Muséum à Paris, à l'Université de Gdansk, et puis en Pologne, et à l'Université de Kunming en Chine. On travaille, ces 3 équipes travaillent sur les mycorhizes, c'est-à-dire sur ces interactions entre des champignons du sol et la plante. Alors quel est l'intérêt pour la plante qu'il y ait des champignons là? Ce n'est pas des champignons pathogènes, hein. Ils sont dans des racines qui vivent et qui, vous allez voir, vivent très bien et même mieux. Ces champignons sont également présents dans le sol qu'ils explorent. Et dans le sol, ils vont chercher des ressources qui sont quand même un peu diluées dans le sol. Ils vont chercher de l'eau et des sels minéraux et en échange, la racine les nourrit en sucre et les aide à grandir. Cette association à bénéfice réciproque, qui en fait est la façon dont les plantes se nourrissent, nous montre bien que les champignons déplacent des choses. Les plantes, finalement, louent leur service pour ça. Mais comme faire du champignon, ça coûte moins cher en masse, ça coûte 100 fois moins cher de faire un filament de champignon que la même longueur en racine, parce que c'est plus fin. Ben vous avez pour un coût très réduit une surface de contact avec le sol qui est augmentée de toute la surface des contacts de champignons avec le sol, un contact qui est augmenté d'un facteur 10 000. Et en plus, ces champignons, comme ils sont présents là, et que quelque part pour eux la santé de la racine est vitale, ils opèrent aussi un rôle protecteur. Et il nous montre bien, pour le coup, que les champignons font aussi partie de ce gigantesque touillage par le vivant. La matière organique, les produits de la roche et l'atmosphère sont mariés par le vivant d'une façon qui est chorégraphiée. C'est-à-dire qu'elle est déplacée, transportée, recombinée, brassée par le vivant. Alors pour l'instant, on a fait du sol dans le sol et on n'a pas sorti le nez de la terre. Enfin du sol, je veux dire. Hein, on est vraiment dedans. Hein, et en gros, notre sol, il nourrit des plantes à la fin et des microbes. Mais en fait, le sol, il existe bien hors de lui. Et je vais vous raconter 3 histoires qui n'ont rien à voir avec le sol, mais qui en fait sont dues au sol. En grande partie au moins. Suivez-moi. Vous connaissez l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quelque chose qui a existé de tout temps sur Terre, qui vient du fait que dans les gaz de l'atmosphère, il y a des gaz qui vont retenir les rayonnements infrarouges et qui vont contribuer à réchauffer le globe terrestre. L'effet de serre est dû à des gaz, et ces gaz, quelque part, c'est un peu des héros, parce qu'il faut réaliser que sans cela, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Donc l'effet de serre, à la base, c'est quelque chose qui rend la Terre vivable pour des organismes comme nous. Bon, on reviendra sur le problème des excès d'effet de serre. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a un problème. Je veux juste dire qu'un peu d'effet de serre, c'est bien. Ça permet de rendre la Terre vivable pour des organismes comme nous. Alors, les sols contribuent à cet effet de serre. Et ils ont toujours contribué à ça. D'abord, ils respirent. Et donc, ils font du CO2. Mais je voudrais vous indiquer que dans les sols, il y a des bactéries qui font des trucs absolument incroyables. Et notamment, quand les sols ne sont pas aérés et qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a quand même des bactéries qui respirent. Alors j'aimerais bien vous voir essayer de respirer dans ces conditions-là. Mais dans des sols où il n'y a pas d'oxygène, il y a des bactéries qui respirent, et comme elles n'ont pas d'oxygène, elles utilisent autre chose. Elles utilisent par exemple du CO2, et le déchet c'est du méthane, ou elles utilisent du nitrate. Et le déchet, c'est du protoxyde d'azote, un gaz connu sous le nom de gaz hilarant, dont certains abusent pour se faire rigoler, et qui en fait est un très 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 puissant destructeur du système nerveux. Donc à la fin, c'est pas drôle. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que tout ça, c'est des gaz qui contribuent à l'effet de serre. Le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2, et le protoxyde d'azote n'est pas hilarant du tout pour le coup, parce que lui, il est 240 fois plus efficace que le CO2. Donc il y a des gaz à effet de serre plus ou moins puissants qui sortent du sol. Le sol n'est pas le seul à les produire. Évidemment, il en sort aussi des eaux, des océans, des lacs, mais le sol fait partie des choses qui chauffent notre globe terrestre. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous agissons aujourd'hui d'une façon qui provoque un accroissement de l'effet de serre. Alors, vous voulez des éléments de la façon dont notre gestion des sols augmente leur contribution à l'effet de serre et contribue finalement au réchauffement climatique? Eh bien, une façon évidente d'augmenter l'émission de CO2, c'est d'aérer le sol. Le labour, il aère le sol, hein, c'est une de ses vertus.
Après, l'eau et les gaz rentrent bien, mais du coup, la respiration augmente. Donc le labour accroît la libération de gaz carbonique. L'irrigation, ici à son excès absolu, c'est la riziculture inondée, émet du méthane et du protoxyde d'azote. Quand en plus, quand on irrigue ou qu'on ajoute de l'eau, on met des nitrates comme engrais, on donne des ressources aux bactéries qui vont émettre le fameux protoxyde d'azote. Et le bilan, c'est que 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France vient des sols et dû à notre manipulation des sols. Regardez la carte de France d'émissions du N2O, plus c'est bleu, plus il y en a qui sort. On voit impeccablement le bassin parisien, le bassin aquitain, mais pas la forêt des Landes, la plaine de Limagne, la vallée de Saône et du Rhône, l'Alsace. Mais par contre, parce que là les sols sont très secs, et que donc là c'est l'oxygène qui sert, on ne voit pas la plaine languedocienne. Donc l'homme, effectivement, produit des gaz à effet de serre, notamment à cause de la façon dont il gère les sols. Alors, arrivé là, il faut réaliser que, en fait, c'est un des moments où l'écologie et la compréhension du fonctionnement d'un système peut aussi soulever des montagnes. Parce que ici, ça nous sert à expliquer les bêtises qu'on fait. Mais il faut que vous réalisiez que si vous avez compris les sols, vous pouvez lutter contre l'effet de serre. Je vous ai dit que les sols agricoles manquaient de matière organique. D'ailleurs, le fait qu'ils manquent de matière organique est dramatique parce que ça les rend plus propices à l'érosion parce que la matière organique, ça retient les sols. Ça les rend moins capables de retenir l'eau en été parce que la matière organique retient l'eau. Et on a des sécheresses estivales de plus en plus prononcées. C'est une catastrophe, le fait qu'il manque de matière organique. Eh bien, il n'y a qu'à remettre de la matière organique dedans parce que ça stockera du carbone. C'est l'initiative du 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est 0,4%. En gros, l'idée de cette initiative, c'est de dire si chaque année on augmente de 0,4%, 4 pour 1000, la quantité de matière organique dans tous les sols, ça met sous forme de matière organique l'équivalent du carbone que chaque année l'humanité émet sous forme de CO2. Tout simplement. Et là, vous voyez que le sol est une solution. Si vous lui redonnez de la matière organique, il fonctionnera mieux. Et en plus, il luttera contre l'effet de serre. Donc, je n'annonce pas que des mauvaises nouvelles. Ce que je prétends, moi, c'est que connaître le sol, c'est savoir reprendre en main son destin, et notamment pouvoir lutter contre l'effet de serre. Vous savez quoi? La matière organique, vous et moi, on en fait tous les jours. Est-ce que vraiment elle finit dans les sols? Pas sûr. C'est aussi simple que ça. Alors, donc on a vu que l'effet de serre, c'est une histoire de sol, et la solution, une des solutions pour résoudre les problèmes d'accumulation de CO2 qu'on a fait, c'est pas une raison de continuer, c'est le sol. Maintenant, je voudrais vous montrer que le sol, il joue aussi sur le cycle de l'eau et le devenir de l'eau. Quand il pleut, l'eau, quand il n'y avait pas de sol sur Terre, elle partait tout de suite sous forme d'une espèce de dynamique d'oued, il y avait immédiatement des grosses inondations, puis ça partait à la mer. Maintenant, il y a le sol. Et le sol, c'est une éponge. Le sol, il est plein de trous, et ces trous, certains retiennent l'eau, d'autres lui permettent de passer, mais le temps qu'elle trouve la sortie, ça prend du temps. Le sol est une éponge qui va retenir l'eau. Alors, comme l'eau est retenue, ça permet aux plantes de se développer. Parce que vous savez que les plantes sont très gourmandes en eau, elles se servent en fait de l'évaporation de l'eau au niveau des feuilles pour faire monter la sève. Les plantes ont besoin d'eau, à un point que vous imaginez à peine. Un hectare de forêt, ça consomme 30 tonnes d'eau par jour. Mais si on réfléchit un petit peu, ce chiffre, il est logique. 30 tonnes d'eau par jour, ça fait 3 mm d'eau sur tout l'hectare. Ça veut dire 3 mm de pluie. Or, cette forêt n'a des feuilles que 200 jours par an. Il faut donc 600 mm d'eau par an pour avoir une forêt. Ça tombe bien, il tombe souvent plus par chez nous. Par contre, quand il y a moins de 600 mm, alors là, il n'y a pas de forêt. Et non seulement donc les pluies que nous avons chaque année nourrissent la forêt, mais en plus, il y a une partie qui va partir doucement par ruissellement dans les rivières. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez que ça a écrêté les crues, mais ça soutient les étiages. Il y a de l'eau dans les rivières entre les pluies, mais quand il pleut, il n'y a pas trop d'eau dans les rivières. Sauf quand on a bétonné toutes les surfaces,
là, ça aide pas. Hein. Vous y êtes? Donc le devenir de l'eau est complètement remanié dans les sols. Enfin, le devenir de l'eau tel qu'il se produit actuellement, c'est quelque chose qui est vraiment piloté par les sols. Et d'ailleurs, je vous emmène dans les Andes pour terminer sur des sols qui sont vraiment de vrais châteaux d'eau, vous allez voir. Je vous emmène au sommet des Andes, dans des écosystèmes très particuliers qu'on appelle les paramos, qui ont une biodiversité absolument extraordinaire. Bon, malheureusement, la mise en valeur actuelle de ces écosystèmes est en train de bousiller tout ça, et aussi de bousiller un truc très intéressant, c'est qu'en fait, ces sols sont très riches en matière organique. Vous voyez, et donc ils retiennent l'eau puissamment. Ces sols contiennent jusqu'à 20% de matière organique. Ils sont tout noirs. Et ils peuvent retenir 2,5 fois leur poids en eau. Et donc, quand il pleut, ils se gonflent et ils vont lentement se vider. Et c'est eux qui permettent aux grandes cités andines, Quito, Bogota, d'avoir de l'eau toute l'année. Ce sont de vrais châteaux d'eau naturels que d'ailleurs les aménagements actuels mettent en péril, mettant en péril au passage des approvisionnements en eau de ces cités andines. Voilà un exemple de cette façon dont les sols construisent la façon dont circule l'eau dans nos écosystèmes et dont nous tirons le plus grand bénéfice. L'effet de serre, le cycle de l'eau, et puis je termine en vous emmenant auprès de l'océan. L'océan, vous savez, c'est de là que vient la partie de notre alimentation qui n'est pas sortie des sols. Eh ben non, raté. Elle sort aussi des sols. Regardez, voilà la carte des régions où il y a vraiment beaucoup à pêcher. Plus c'est rouge, plus il y a d'algues et de poissons et de choses comme ça. Eh ben c'est toujours à côté des continents. Alors je force un peu le trait parce que je simplifie, hein, je ne parle pas des upwelling, mais et c'est toujours à côté des continents qu'il y a à pêcher. Pourquoi? Tout simplement parce que au bord des continents arrivent les rivières et les fleuves. Et tout ça, c'est fait d'eau qui a circulé dans les sols et qui y a emporté une partie des produits de l'altération des roches, de la décomposition, une partie de tous ces éléments nutritifs qui ont été libérés par la vie du sol. Et ainsi, les rivières drainent vers l'océan la fertilité des sols. Je dis souvent que les rivières et les océans sont les larmes du sol. Le sol pleure sa fertilité dans les eaux, et c'est ça qui fait que le long des façades continentales, il y a beaucoup à manger. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les pêcheurs bretons ont envie d'aller pêcher là et pas là, alors que c'est à la même distance. Et oui, ça explique un truc d'actualité comme le fait que les ignobles tripatouillages qui font honte à la parole de la Grande-Bretagne, auquel se livre actuellement la perfide Albion, s'expliquent en fait, et la nuisance de la perfide Albion s'explique en fait tout simplement par le fait que c'est à côté des sols que les océans sont fertiles, et que donc, ce qui sort de l'océan sort en fait du sol. Il y a un chiffre qui m'amuse, les gens disent que 95% de ce que nous mangeons vient des sols. Non. Non. C'est plutôt 100%. Vous voyez que le sol, il existe hors de lui, car il contribue au climat, il régule le cycle de l'eau, il fertilise les eaux, et finalement, il nourrit l'humanité. Ça, c'est des choses qui sortent du sol, mais qui sont contrôlées par le sol. Et malheureusement, nous gérons les sols d'une façon qui ne leur rend pas justice et qui n'assure pas la durabilité de toutes ces fonctions. Mais vous savez, si on le réalise et si on a bien compris ce qui précède, on a des solutions. Ce n'est pas du catastrophisme que je fais, c'est juste qu'il est temps de sortir les doigts des fesses et de faire quelque chose pour les sols. Alors, dans les choses qu'on fait mal, il y a le labour, surtout le labour chaque année et avec des moyens qui permettent de labourer violemment. Finalement, le sol reste nu et c'est une vraie catastrophe. D'abord, le labour, c'est un holocauste. C'est un holocauste et cette belle image agreste. D'abord, regardez, il y a de la fumée, là, il y a de l'érosion éolienne, hein, le sol est en train de partir dans l'air. Mais surtout, ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Un carnage de vers. Et si c'est un sol à vers, ils ont quand même un rôle, hein, les vers, là où ils sont. Vous imaginez bien qu'un pareil labour, ça détruit le mycélium des champignons. Vous ne trouverez pas sur un sol labouré de rondes sorcières, hein, ça c'est clair. Et on sait très bien que le nombre d'espèces de champignons chute
dans les écosystèmes labourés, dans les sols labourés. Par contre, paradoxalement, le nombre d'espèces de bactéries augmente. Oui, parce que les bactéries sont moins affectées. Elles sont souvent logées dans les mottes et tout, et elles survivent mieux au labour. Et comme il n'y a plus la concurrence des champignons, il y a plus d'espèces de bactéries dans les sols labourés. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, ça perturbe puissamment la vie des sols. Et comme ça aère, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça aide à respirer ces bactéries qui prolifèrent. Et le résultat, regardez la carte de France de la quantité de matière organique dans les sols, avec des points qui sont d'autant plus gros qu'il y en a beaucoup. On voit très bien le bassin parisien, la plaine d'Alsace, la Saône et le Rhône. Pour le coup, ici, on voit très bien aussi le Languedoc-Roussillon, le bassin aquitain, mais pas la forêt landaise, on ne laboure pas. En fait, les sols sont pauvres en matière organique, et ça, c'est un drame, parce que cette matière organique, je vous l'ai dit, elle aide, d'abord, elle stocke du carbone, qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Deuxièmement, elle aide à retenir l'eau dans le sol. Pensez au paramos. Et puis, elle retient les morceaux de sol entre eux, parce qu'elle est gluante, elle est collante, la matière organique. Et donc, quand on n'en a pas, eh bien, il y a un gros problème d'érosion. On est tous habitués à voir de l'eau qui ruisselle et qui est de couleur chocolat, beige ou brune. Mais pardon, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez en forêt où il n'y a pas de labour, vous verrez, l'onde est transparente ainsi qu'au plus beau jour. En fait, le labour augmente la vitesse d'érosion d'un facteur 10 à 100. C'est-à-dire que les sols, finalement, sont entraînés plus vite qu'ils ne se forment. Et d'ailleurs, non seulement ils sont entraînés par l'eau, mais ils peuvent être entraînés par le vent. Et il y a eu un épisode terrible aux États-Unis dans les années 30, où de mauvaises pratiques de labour et de pulvérisation des sols a conduit à d'énormes nuages de poussière qui ont décapé les sols de certaines exploitations, enfoui d'autres exploitations sous ces mêmes sols. Le Dust Bowl, comme on l'a appelé, a ruiné des milliers de familles et a inspiré à Steinbeck Les raisins de la colère, qui est en fait la narration de la misère humaine qui en a résulté. Vous voyez que quand on abîme les sols, parfois c'est les hommes aussi qu'on abîme. On pense que plus de 300 millions de personnes seront amenées à migrer dans la cinquantaine d'années à venir à cause de la dégradation de leur sol, et ils iront quelque part. L'érosion n'a pas cessé d'augmenter depuis que l'homme laboure des surfaces de plus en plus grandes et avec des labourages de plus en plus efficaces. Aujourd'hui, on estime que l'homme est responsable, selon les travaux, de 50 à 90% de l'érosion totale au niveau global. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi nos ancêtres ont-ils labouré? C'est que le labour illustre cette tension entre les intérêts à court terme et les intérêts à long terme. À court terme, il désherbe, là c'est clair. Il aère et il rend poreux, du coup l'air et l'eau rentrent mieux et les racines demain se développeront mieux. Et puis il remonte cette fertilité, c'est une sorte de méga travail de vers de terre, et il s'oppose notamment à l'entraînement de la fertilité par l'eau qui l'entraîne toujours vers le bas. Donc effectivement, à court terme, c'est génial. À long terme, c'est pas génial. Parce que ça perturbe la vie du sol, et d'ailleurs ça désherbe pas si bien, parce que ça fait rentrer des graines dans le sol qui finissent par ressortir. C'est pour ça que des fois on a des flushs de coquelicots. C'est juste qu'il y a une poignée de graines qui a été enfouie, qui est remontée, et qui jaillit à un moment. Donc c'est pas un désherbage à long terme, et puis ça perturbe beaucoup la vie du sol. Cette aération détruit la matière organique du sol, et ça c'est un vrai problème pour la fertilité à long terme, et contre l'érosion, et d'ailleurs, ça remonte la fertilité, mais comme l'érosion est accrue, les sols fondent. Allez visiter les grandes cités de la Grèce et de la Rome antique, elles sont au milieu de plaines au sol squelettique. Croyez-vous vraiment que les anciens ont installé ces villes au milieu de rien du tout? Non, ils les ont installées au milieu de plaines fertiles. Ils les ont installées au milieu de plaines fertiles qu'ils ont labourées. Et voilà, ça prend 1000 ans, ça prend 2000 ans, mais c'est en route en Beauce aussi. Dernière chose, ou avant-dernière chose, les intrants. On met aujourd'hui tout un tas de choses qui aussi, à court terme, permettent d'augmenter la production de nos écosystèmes. On met notamment des pesticides. Et ces pesticides finissent par abîmer le sol. Alors j'en ai choisi un qui est absolument inoffensif pour l'homme. L'Agence européenne donc, de la santé s'est prononcée là-dessus à la suite d'une étude dans laquelle ont été d'ailleurs mis de côté immédiatement tous les articles scientifiques, parce que c'est bien connu que les scientifiques ont des conflits d'intérêts, et donc
qui n'a utilisé que les études réalisées par les industriels, qui n'ont pas de conflit d'intérêts, ils ont juste des intérêts, donc voilà. Donc le glyphosate, rassurez-vous, n'est pas dangereux pour l'homme. Par contre, pour les vers de terre, qui sont quand même des animaux, et donc qui ont un métabolisme qui, sans être exactement celui de l'homme, peut faire penser à celui d'un animal, les vers de terre, eux, leurs œufs n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout, le glyphosate. Et puis les champignons qui font des mycorhizes, eh ben, leurs spores n'aiment pas du tout le glyphosate. Donc vous voyez, il y a des balles perdues de ces pesticides qui endommagent des agents cruciaux du fonctionnement des sols. Je ne dis pas qu'il faut sortir du glyphosate demain, mais je dis juste qu'à terme, il faudra en sortir. Par contre, avant d'en sortir, il faut trouver une solution pour nos agriculteurs. Il y a aussi les engrais minéraux. Alors les engrais minéraux, ils ont des effets, à court terme, ça pousse mieux, mais surtout, la plante n'utilise plus les champignons mycorhiziens. Ce n'est pas la peine de donner du sucre à un champignon si, même sans faire de mycorhize, la plante est assez bien nourrie. Donc, elle arrête de nourrir le champignon. Et du coup, on voit très bien que dans les sols avec engrais, eh bien, vous voyez que la quantité de champignons pathogènes qui créent des maladies des racines est la même, mais la quantité de champignons qui nourrissent les racines est moindre. Or, vous savez, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que ces champignons mycorhiziens, non seulement ils nourrissent la racine, et là, ils sont plus nécessaires, mais ils la protègent aussi des maladies. Il y a toujours autant de maladies et moins de protecteurs. Bon, c'est pas grave, on met des pesticides pour gérer les maladies, que ne gèrent plus les champignons mycorhiziens. Et puis ces engrais, ils finissent par illustrer la règle que je vous disais, à savoir que ce qu'il y a dans les sols finit à la mer. Et quand il y a beaucoup de choses dans les sols, il va y avoir beaucoup à manger à la mer. Et ça vous fait des marées vertes ou des marées d'algues brunes dans les Caraïbes ou des marées d'algues rouges dans la baie de Fundy. Alors, ce qui est sympa, c'est que selon le coin, votre marée, elle n'est pas de la même couleur. Chez nous, elles sont plutôt vertes, les marées. Mais ça nous fait ces proliférations d'algues. Ben oui, parce que ces engrais, ils sont aussi des engrais pour les algues. Et là, il y en a carrément trop. Et quand elles se décomposent, ça pue et c'est toxique. Et ça touche de nouveau la santé humaine. Bon, comme si ce n'était pas suffisant, on est tellement ignorant de l'importance de nos sols qu'on construit dessus des villes, des infrastructures de transport. Et bon an, mal an, tous les 7 à 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français qui est recouvert de sol, qui est recouvert par des infrastructures. Et bien sûr, nos villes, quand elles grandissent là où elles sont installées. Elles ne sont pas au sommet des montagnes, elles ne sont pas dans des zones semi-désertiques ou infertiles. Les anciens les ont installées là où il y avait à manger. Donc cette artificialisation se fait très largement sur les plus beaux sites de France. Pensez par exemple au bétonnage du plateau de Saclay, soi-disant pour l'université. L'université crève de faim, elle n'a aucun moyen de faire de la recherche, elle n'a aucun moyen d'accueillir dignement les étudiants, mais bon, on fait un nouveau campus. Je n'ai pas bien compris pourquoi les universitaires se sont prêtés à ce jeu de dupes, qui est en fait une simple subvention des bétonneurs. On n'a pas besoin de nouveaux locaux. On sait très bien, nous, universitaires, vivre dans des trucs dégueulasses. Moi, j'ai des éléments de peinture du 18e dans mon bureau. Bon, ça se roulotte un peu, mais on vit très bien là-dedans. Bon, bref. Le plateau de Saclay, c'est quand même un des plus beaux sols d'Île-de-France. Bétonné. Or, un sol, ça ne se fait pas en un jour. On hérite des sols, mais on ne peut pas les faire. Quand on les fait disparaître, ils sont disparus. Vu le temps qu'il faut pour faire un sol, il est hors de question de les créer. Nous héritons des sols et nous devons les transmettre. Nous les devons à nos enfants et nous avons le devoir moral, certes en exploitant les intérêts, d'en préserver le capital qu'ils représentent. Vous voyez, il y a des solutions à ça, mais aujourd'hui, nos pratiques, excès de labour, pesticides, engrais minéraux et artificialisation, qui ont eu la grande vertu de supprimer les famines, ne permettent pas de prolonger la vie de nos sols et n'assurent pas à nos enfants la liberté de choix que nous avons eue pour aménager nos écosystèmes et les nourrir. Mais il ne faut pas sombrer dans la déprime, là. Vous voyez qu'il y a des solutions qui viennent de la compréhension de ces sols. Et les sols, c'est des objets qui sont beaux, qui sont pleins de vie, ils sont faits de vie, ils sont animés par la vie. Ils rayonnent autour d'eux avec des conséquences qui font le monde tel qu'il est. Ils sont l'origine du monde tel que nous le connaissons. Et nous pouvons marcher dessus sans les abîmer. Et disons-le, si ça c'est beau, et si vous persistez à croire que ce sont les écosystèmes terrestres, de toute façon, vous n'y coupez pas. C'est les sols
qu'il vous faut protéger, car ils sont l'origine du monde tel que nous le connaissons et tel que nous l'aimons, et tel que moi, je voudrais le transmettre à mon fils. Voilà. Vous avez des questions? Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer que là où vous avez parlé aujourd'hui, il y a 60 ans, on y cultivait du blé, des betteraves et des pommes de terre. Quand j'étais gamin, ici, il y avait du blé. Oui. Bon. Puis il y en a, enfin, faut dire les choses comme elles sont, on a des centres-villes pendant ce temps-là qui se meurent doucement dans plein d'endroits. Hein. Bon, bref. Alors. Ah, l'épaisseur. Alors, je ne vous ai pas tout raconté. Hein, le livre, il fait quand même 450 pages. Bon, il y a des dessins, d'accord, mais il y a plus à dire sur les sols. Vous avez raison, dans les ordres de grandeur des sols, il y a les ordres de grandeur des temps de mise en place, mais dans un sol qui a bien vieilli, qui a atteint son épaisseur de maturité, hein, quelle est l'épaisseur? Alors, d'abord, il y a toutes les épaisseurs. Vous savez, même une façade avec quelques trucs un peu grisonnants et tout, c'est un sol quelque part. Il y a les mêmes processus qui s'opèrent, mais sur quelques pouillèmes de millimètres. Mais quand les sols que vous avez envie d'appeler des sols et ceux qui abritent une végétation, chez nous, ils font entre 50 cm et 2 mètres, voire 3-4 mètres. D'accord ? Mais l'ordre de grandeur du mètre tient. Dans les régions tropicales, les processus sont plus rapides à cause de la chaleur, voire de l'humidité, et donc vous avez des sols, enfin, il vous faut des fois creuser jusqu'à une centaine de mètres pour retrouver de la roche. Sachant que la partie vraiment utile, c'est les 10-20 mètres qui sont en surface. Donc voilà, c'est ça les ordres de grandeur des épaisseurs des sols. Mais cela dit, même quand c'est très mince, c'est déjà fonctionnellement un sol. Nous, on n'appelle pas ça comme ça, mais le revêtement d'une façade qui n'a pas été récemment ravalée, ça fonctionne déjà comme un sol. Mais ça ne s'épaissit jamais parce que dès qu'il y a des débris en grande quantité, ils sont entraînés soit par le ravalement, soit par le ruissellement. J'espère répondre à votre question. Et alors là-dedans, la vie, il y en a d'autant plus qu'on est près de la surface. Vous voyez, l'essentiel de la vie se trouve dans les 20 à 40 cm de surface. Plus vous vous enfoncez, moins il y a de monde. Mais il y a toujours du monde. Même dans la roche en dessous, il y a du monde. Il y a des bactéries jusqu'à 5, 6, 10 km de profondeur. Merci Marc-André pour ta présentation très dynamique, comme tu en as l'habitude. Je voulais revenir sur deux éléments que tu as évoqués. L'histoire du labour. Je pense qu'on est un certain nombre ici à avoir connu une époque où, si on habitait dans un village, on voyait que nos agriculteurs, parfois, faisaient, je ne veux pas dire des concours, mais effectivement, c'était à celui qui labourait le plus profond. Ça, je pense que c'est une tendance qui a quand même un petit peu été inversée. Oui, les profondeurs de labour ont quand même vachement remonté depuis les années 70. Ça, je pense que c'est des choses qui ont quand même changé, donc je pense qu'il y a peut-être une prise en compte, effectivement, de cette problématique-là. Donc ça, c'est simplement un petit peu un commentaire par rapport à l'aspect labour que tu as évoqué. Et ma question était plutôt par rapport à... On va revenir également à nos amours, en tout cas à un point commun que nous avons sur les mycorhizes. Mais est-ce que tu penses que... Parce que là aussi, c'est quand même une question que je me pose. Ça fait 30-40 ans qu'on parle beaucoup, qu'on travaille beaucoup, qu'on met en avant les mycorhizes. Est-ce que tu penses que c'est une pratique qui va dans le sens d'une utilisation finalement de ces mycorhizes, par exemple à l'échelle d'un potager ? Parce que c'est quand même un petit peu, comment dire, au niveau d'un écosystème tel que les forêts, bon, c'est quelque chose qui est quand même assez stable, mais un potager, c'est quelque chose que l'on travaille chaque année. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'il y a une tendance, à ton avis, qui va dans le sens d'une utilisation finalement de cette symbiose à l'échelle d'un potager, par exemple ? Alors, et on a dans le commerce des préparations qui sont vendues de champignons mycorhiziens inoculés. Moi, je les aime pas trop pour deux raisons. La première, c'est que les prescriptions d'utilisation sont pas très précises. Or, on sait bien, toi et moi, que n'importe quel champignon mycorhizien n'est pas forcément un bon partenaire pour une plante donnée.
Donc on voudrait avoir des notices un peu plus précises. Et d'autre part, ce sont souvent des champignons qui viennent d'autres pays. Et moi, je n'aime pas l'idée d'introduire des organismes étrangers. Autant je fais partie des gens qui sont profondément convaincus que sur les aspects culturels, c'est l'étranger qui renouvelle la culture, autant ah bah là oui, ça peut, c'est une source de catastrophe quoi. On voit bien dans les plantes que il y a des problèmes d'invasifs. 38 milliards d'euros par an, le coût des espèces invasives en Europe, entre le coût de lutte et les manques à gagner liés aux dégâts qu'ils font. Tout groupe d'organismes compris. Donc, mettre des aliens dans les sols, moi, je n'aime pas. Mais cela dit, je crois profondément que demain, on pourra faire une agriculture qui utilisera plus la mycorhize. Vous comprenez que ça veut dire moins d'intrants, ça tombe bien. On voudrait utiliser moins d'engrais minéraux, hein, retourner à une fertilisation organique. Ça tombe bien parce que ça remettra la matière organique dans les sols. Ça veut dire aussi avoir les variétés de plantes qui répondent bien aux champignons parce que les variétés actuelles, elles ont été largement sélectionnées pour fonctionner vraiment sous perfusion avec des intrants chimiques en grande quantité. Donc ça veut dire changer les plantes. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est infaisable. Oui, enfin, on a créé l'agriculture conventionnelle, on pourra créer la suivante. Mais c'est effectivement multiparamétrique. Il faut effectivement raisonner les apports différemment, avoir des variétés différentes. Et ensuite, par contre, je pense que ce n'est pas la peine d'amener des champignons. Parce qu'il y en a eu avant que l'homme les amène. Il faut juste retrouver les gestes qui, en évitant d'abîmer le sol, en maintenant une fertilité à un niveau raisonnable, celui par exemple de la minéralisation d'un fumier, hein, enfin de la décomposition d'un fumier, retrouver les gestes qui favorisent ces choses-là, et elles sont là. Si vous regardez l'atlas, et je vais terminer là-dessus sur des bactéries du sol de France qui est paru, qui a été publié par les équipes de Lionel Rangeard de l'INRA de Dijon, vous verrez qu'on n'a pas de preuve d'extinction, on n'a pas de sol mort. On a des sols où la quantité de microbes baisse. Alors ça, c'est le début de l'extinction quand une population baisse en nombre. Mais on n'a pas de preuve qu'on a eu des extinctions en masse. Et ça, c'est un truc où on voit que le verre est aussi à moitié plein. C'est qu'il suffit, avec les bons gestes, de réveiller la belle au bois dormant, avant qu'elle meure d'ennui. Dire de détoxification des sols. Alors je pense aux pesticides bien sûr, mais également les produits par les plantes qui ne sont pas toujours non, il y en a. Très, très gentils. Quoi. Alors, oui et non. Hein. Vous connaissez bien le cas de la chlordécone, où là, il y a d'ailleurs dedans un mot qui fait penser à ce qui caractériserait un petit peu les décisions politiques qui l'ont entouré ces dernières années, la chlordécone. En Martinique et en Guadeloupe, hein, c'est l'horreur totale. C'est des sols qui sont pourris pour 7 siècles, parce que là, c'est un truc très, très, très stable. Et en plus, vous savez que ça a ruisselé, c'est arrivé à l'océan, on retrouve ce que je vous ai dit. Et donc, il y a des pêcheurs qui sont payés à rester à la maison parce qu'on ne peut plus rien pêcher. Donc, il y a des choses qui sont inquiétantes. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui, en arrivant au sol, sont dégradées parce qu'il y a énormément de métabolismes différents dans le sol. Mais tout n'est pas dégradé dans les sols aujourd'hui. Les microplastiques, par exemple, séjournent dans le sol et ne sont pas très, très affectés par les microbes du sol. Bon. Donc, les sols digèrent un certain nombre de substances, mais pas toutes. Alors, effectivement, les plantes sont les premières à pourrir le sol de choses toxiques. J'ai écrit un bouquin sur les tanins. Les tanins, c'est des composés de défense des plantes et ça finit dans les déchets de plantes. Un peu de tanins, c'est bien. Beaucoup de tanins, ça bloque complètement la minéralisation des sols. Et donc ça bloque la décomposition de la matière organique parce que c'est toxique pour les microbes. Et ça donne ces sols peu fertiles parce que la matière organique s'accumule sans être renouvelée. Ces sols peu fertiles, des landes bretonnes, des landes d'Écosse, sur lesquelles je reviendrai juste après. Donc effectivement, il y a des composés de plantes qui sont toxiques, mais les plantes qui les produisent, y sont adaptées parce qu'elles fabriquent des sols sur lesquels personne ne vient les faire chier. Et elles sont adaptées à ça. Souvent par le biais d'ailleurs de champignons mycorhiziens particuliers qui arrivent à compenser la pauvreté de ces sols. Et ça, c'est une autre histoire. En fait, c'est une stratégie qui est une stratégie très ordonnée du point de vue des organismes qui produisent ces toxines. C'est exactement l'équivalent, en fait, pour des plantes, des antibiotiques pour les microbes. Ils balancent des choses qui sont dégueulasses dans le milieu, mais eux, ça leur fait rien. Donc c'est une lutte, c'est un exemple de ces luttes biologiques où des organismes produisent des toxines qui leur permettent de prendre le pas sur les autres, et eux, ça leur fait rien. Mais nous, on produit des toxines qui sont même toxiques pour nous,
Et oui, et ça c'est quand même contre nature. Et les sols ne nous aident pas forcément à les juguler. Alors, je voulais juste vous dire au passage que ces sols qui sont un peu intoxiqués par les plantes, bah, ils ne sont pas très fertiles, mais il y a quand même des plantes qui s'y développent, c'est celles qui font ces toxines. Alors, c'est par exemple la terre de bruyère. La terre de bruyère, c'est de la matière organique pas décomposée, et pour une bonne raison, c'est que c'est bourré de tanins. Bon. Et ces sols-là, ce pas des sols où on fera de l'agriculture. Enfin, on pourrait imaginer d'arriver, de tout faire sauter à coups de charrue, de mettre des tonnes de calcaire, de mettre de l'azote, du phosphate, et de faire des laitues après. Vous voyez, le coût carbone de cette histoire-là, c'est le bazar total. Ces sols-là sont des sols à viande. Et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui on a perdu, pour de très mauvaises raisons et de très mauvais conseillers, le sens de la viande. Il y a des sols où il faut produire de la viande. C'est la seule chose qu'on peut faire écologiquement. Je parle là d'un élevage extensif, respectueux de l'animal, c'est la moindre des choses, et qui pourrait nous fournir les 15 à 25 kilos de viande par personne et par an qu'il nous faut, sachant qu'en France on est à 100 et aux États-Unis on est à 150. Donc, modulo une réduction de consommation, nous avons des sols qui sont faits pour la viande. Enfin, où la meilleure utilisation qu'on peut en faire, c'est la viande. Et je termine sur juste l'évocation d'un sol à viande qui est absolument un terroir à viande prodigieux. C'est les déséas d'Espagne, où alors là, les sols sont pourris de tanins par des chênes. Et on met des cochons là-dessus à manger qui finissent par attraper le goût des tanins de chêne. C'est les fameux bellotas, hein, ces porcs somptueux, et qui viennent à des endroits où on ne peut pas respirer, faire autre chose que de la viande. Il y a une place pour la viande dans les sols, sur les sols. Pas une raison pour en manger trop, hein, mais... Ah ben normalement, en extensif, elles sont nourries par ce qui pousse là. Ouais. Moi, je ne suis pas un importateur de soja, hein, dans l'âme. Je parle vraiment d'extensif. Pour enfouir la matière organique dans le sol, pour pas qu'elle soit respirable finalement tout de suite. Oui, alors, bon, déjà 4 pour 1000, c'est pour fixer les idées, parce qu'on ne va pas pouvoir gérer tous les sols du monde, mais ça montre juste que ça montre que les ordres de grandeur font qu'on peut espérer faire quelque chose de significatif avec les sols. D'accord ? On n'a pas besoin de l'enfouir. Les sols, sous l'effet d'une augmentation de la photosynthèse par à la fois la chaleur et l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'air, il y a plus de photosynthèse en forêt, et on compte que les sols forestiers accumulent 1 pour 1000 par an. Et personne ne l'enfouit. Alors, c'est vrai que quand on enfouit la matière organique, c'est mieux parce qu'elle est loin de l'oxygène, donc elle est respirée plus lentement. Cela dit, quand on l'enfouit, on fait des trous, et quand même, c'est pas aussi bien que quand elle est enfouie par des vers de terre, qui eux font quand même moins de trous, et donc elle sera respirée moins lentement. Et bien on fait ça, tiens. Oui, parce que les vers de terre, ils enfouissent la matière organique parce que ça fait partie des choses qui tombent sur le sol, et ils font caca dessus, ça s'enfonce. Ben voilà. Quand vous avez un couvert de plantes qui a poussé après la récolte, vous le coupez et vous le laissez sur le sol, vous pouvez rajouter des déchets par-dessus, et ils vont rentrer dans le sol. Alors, ça nécessite, selon les types de sols, des itinéraires techniques un peu différents. D'accord ? Il faut les trouver, ces itinéraires techniques, pour remettre de la merde sur les sols. Mais vous savez, quand on a irrigué les plaines d'Achères avec les eaux résiduaires des égouts de Paris, on ne labourait pas, hein, on les foutait sur le sable, et puis c'était bon. Hein. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des itinéraires techniques à affiner, hein, mais enfin, on peut faire ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. N'escomptez pas de moi des réponses techniques fines, hein, parce que moi, je suis microbiologiste des sols, hein, donc je sais comment ça marche. Après, mon devoir est de remettre les clés dans les mains de ceux qui les géreront, par exemple par leurs achats. C'est vous, hein, qui gérez les sols. Vous voulez que je vous montre l'outil à gérer les sols qu'on a tous ? Je dois en avoir un sur moi. Non, parce que c'est vous qui faites les sols, hein. Oui. C'est votre outil de gestion des sols. Si un produit vient d'un sol et plaît à personne, géré d'une façon qui plaît à personne, il ne se vendra pas, il va disparaître du marché.
D'abord, merci. Moi, je vais plus parler de ce qui concerne les phénomènes d'inondation qui sont peut-être voués à se reproduire de plus en plus régulièrement maintenant. Est-ce qu'on a des pistes? Parce qu'à mon avis, on ne va pas s'arrêter d'artificialiser les sols. Mais est-ce qu'on a des pistes de ce fait pour répondre à ça? Et je pensais notamment aux plantes que vous avez montrées en Bolivie, il me semble, qui sont capables de capter. Oui, ces sols-là, ils sont quand même très particuliers. Hein. Mais de ce fait, je pensais plutôt à... Je pense que c'est la sphaigne qui peut capter beaucoup d'eau. Est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des pistes par rapport à ça? Des pistes naturelles plutôt? Oui, mais on ne va pas installer des tourbières un peu partout. Ce qu'il faut déjà, c'est en ville faire des aménagements où il y a des sols. L'autre jour, là, j'enseignais à l'ENS de Lyon. Cette semaine, j'étais à l'ENS pour mes enseignements annuels. Et ils sont en train de refaire, la ville est en train de refaire, alors que c'est une ville verte, la ville est en train de refaire la place dite des Pavillons, qui est à côté de l'école. Et il y avait quelques bacs avec des plantes pourraves, c'était très, très bétonné déjà. Maintenant, il n'y en a plus, c'est que du béton. Que du béton. Ça, je suis désolé. C'est n'importe quoi. Et ça nous dit une chose, c'est que l'écologie politique a évolué d'une façon assez bizarre. Elle a évolué d'individus en col roulé, qui étaient d'excellents scientifiques et nuls en politique, vers des gens qui sont bons en politique, mais dont j'ai un peu peur que leur écologie soit pas ce que sécrète de mieux la connaissance des écosystèmes qu'on a. Je ne pense pas que la science soit parfaite. Je sais bien qu'elle changera. Je pense que nos connaissances sont très imparfaites, mais on peut les utiliser mieux que ça. Donc, ouvrir des sols dans les villes, ou les rouvrir quand ils sont encore là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous qu'on peut pas, on n'est pas sûr qu'on ne va pas arrêter de bétonner. Moi, je vais vous dire une chose. L'agriculture en France, elle est excédentaire, effectivement, en termes d'exportation. Quand vous regardez les sommes qui circulent, c'est un poste sur lequel il y a un excédent. On vend plus qu'on achète. Mais si vous retirez les choses à haute valeur ajoutée, comme le pinard, et bien en fait, c'est fini. On n'est plus autonome en quantité. Nous sommes devenus dépendants. Donc il n'y a pas photo, il va falloir faire sauter du béton rapidement. Si vous voulez un approvisionnement local, nous n'avons plus les surfaces. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute façon, par rapport aux inondations, si c'était ça que vous aviez derrière la tête aussi, et au cycle de l'eau, il faut bien dire que quand même, et notamment en zone méditerranéenne, oui, on a des épisodes Cévenol extrêmement violents. Vous avez vu que, enfin moi j'étais donc à Lyon, et j'ai vu un épisode Cévenol à Lyon. En plus j'étais dessous. Un de mes costumes qui s'est transformé en éponge. Alors j'étais un peu énervé. J'avais jamais vu ça depuis Montpellier, moi. J'ai vu et c'est les queues des épisodes Cévenol qui remontent très très au nord et qui sont d'une violence sur la zone méditerranéenne énorme. Donc il y a aussi un problème climatique. Hein. Mais ça tombe bien parce que une des réponses au problème climatique est dans le sol. Ça nous ramène au sol. Est-ce qu'on peut espérer voir un jour finalement une réglementation sur la protection des sols, comme il peut y avoir la réglementation sur la protection de l'eau Ça vient, l'Europe a un grand programme qui vise que 30% des sols soient en bonne santé, des sols agricoles soient en bonne santé en 2050, je crois. Il faudrait regarder le chiffre exact dans le livre. Je crois que là, je suis en train de raconter un peu n'importe quoi, mais il y a un grand programme européen. Une fois de plus, l'Europe fait son boulot. Hein. Tout le monde s'en fout, mais les députés européens font leur boulot. Vraiment. Ils font des tas de choses, bien. Et notamment, il y a une grande sensibilité pour les sols. Après, quand ça revient au niveau national, la clique habituelle s'occupe de réduire ça en cendres. La clique habituelle, hein, c'est par exemple ces grands syndicats agricoles qui entretiennent un système qui tue leurs adhérents à coup de pesticides. Et donc, effectivement, on peut s'inquiéter. Mais là, c'est une autre carte, c'est pas la carte bleue, c'est la carte d'électeur. C'est là qu'il faut absolument faire. La réponse, c'est vous qui l'avez. Enfin, vous et moi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une question de militantisme, là. Ne vous l'aurez pas, le livre que j'ai écrit n'est pas un livre militant. C'est un livre d'émerveillement pour redonner les clés. Parce que je pense qu'avant de militer, il faut savoir quels sont les possibles. Donc moi, je déborde ici nettement du cadre que je devrais occuper, qui est de dire, voilà, oui, il y a des solutions. C'est vrai que la politique agricole commune, au niveau pour la biodiversité, la production et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible, mais il y a
tel lobby, en particulier des céréaliers, qui fait que c'est le rendement immédiat. Et en plus, par exemple, il y a des, à mon avis, je ne sais pas exactement, je n'ai pas étudié profondément, mais il y a des, par exemple, maintenant, des exploitations deviennent rentables grâce à la méthanisation. C'est-à-dire, on produit pour méthaniser, et ça rend l'exploitation rentable. Comme tout un tas d'effets secondaires sur la santé des gens, sur la santé de l'environnement, ne sont pas payés lors de cette production, ça fait des produits apparemment pas chers. Mais il y a de la misère humaine qui se développe derrière, il y a des sols qui disparaissent et qui manqueront à nos enfants. Et si vous calculez le prix de ça, ben, en fait, les produits bio très chers, ils sont moins chers. C'est une question. J'ai eu avec Marie-Odile Monchicourt là, une série d'enregistrements pour les petits bateaux. Et une question d'une petite. Alors on choisit les questions. Et il y avait on a une liste de questions, on choisit celle auxquelles on veut répondre. Et il y a une petite fille qui demandait pourquoi le bio est plus cher. Il n'est pas plus cher. C'est juste qu'on on paye vraiment ce que vaut le produit, alors que sinon, on ne paye pas. Mais bon, enfin, voilà, moi je pense qu'il faut lutter, donc la solution, elle n'est pas donnée, hein, mais il faut se battre pour ça, ça fait partie des grands combats, la qualité de la production agricole. Et on le doit d'abord aux agriculteurs. Si vous lisez la grande étude Agrican là, qui est sortie récemment sur la santé des agriculteurs et les cancers des agriculteurs, c'est un désastre, quoi. C'est ça, je dis. Il y a des syndicats agricoles qui entretiennent la mort dans leur rang. Donc on le doit aux agriculteurs en premier. Il y a les cancers, il y a Parkinson, il y a les suicides qui en gros une œuvre du Crédit Agricole. Les suicides, oui. C'est... Mais... Non, et ça coûte, hein, d'ailleurs. Ça fait partie des choses qu'on paye par le biais de la sécurité sociale. Mais pas quand on achète ses carottes sur le marché. Là, non, on ne le paye pas à ce moment-là. Une question sur les sols, parce qu'on a dérivé peut-être sur des aspects sociétaux qui sont importants, mais qui ne doivent pas contribuer à cacher encore les sols. Est toujours là, donc vous pouvez toujours acheter des ouvrages. Et Marc-André est tout prêt à vous faire une dédicace. Volontiers. Donc, demain, on continue avec. Vous pourrez retrouver sur le site de l'association le programme complet et précis des différentes interventions.